Bonjour à tous et bienvenue dans le Game Plan. Je pense qu'on est à l'épisode 6. On les enchaîne tellement que je sais même plus où est-ce qu'on en est alors qu'on est que au début. On va parler de William Gummis face à Francis Marshall. Évidemment, on va couvrir le combat du Français à l'UFC ce week-end. Brian, comment est-ce que tu vas? Je suis en forme, je suis en forme. Et toi, tu vas bien? Ouais, ça va. C'est comme on est quoi, jeudi matin, comme un jeudi matin où on a un peu enchaîné la matinée. Mais je suis très content de pouvoir couvrir ce combat parce que je pense que très peu de monde connaissent très peu de monde connaît Francis Marshall. Et ça peut être intéressant de voir ce que nous on a à dire un peu sur les deux combattants ici. Donc les amis, comme d'habitude, on va structurer de la même manière. On va établir le profil des deux combattants. On va donner les cotes de paris et estimer si on est d'accord avec celle-ci ou pas. Donc en gros donner nos pronostats, les forces et faiblesses de chacun des deux profils, les game plans et on va finir sur les pronostics et nos préférences par rapport à la victoire. Ici, je pense que sur les préférences, on sera a priori aligné. Alors, pour les profils, je suis désolé les gars, je fais sur mon téléphone parce que mon PC, là, il me fait des beaux bugs. Donc, du côté de William Gomis, on est à 11 victoires pour 2 défaites en professionnel. Sur les 11 victoires, on en a 6 par KO, une par soumission et le reste par décision. Sur les combats récents, il est sur 9 victoires d'affilée. On va se concentrer sur son combat qui, pour moi, est son combat de référence. Euh, C'était contre Tobias Harila au Cage Warriors en 2021. Il gagne à la décision unanime. Ensuite, il gagne par guillotine contre quelqu'un qui était à 7 victoires pour 3 défaites. Ensuite, il gagne par ground and pound à l'UAE Warriors contre quelqu'un qui était à 6 victoires, une défaite. Ensuite, il gagne à l'arrest par ground and pound dans le troisième round contre José Marcos qui était à 11 victoires et 5 défaites. Et finalement, il a fait ses débuts à l'UFC Paris, contre Jarno Herrens qui lui aussi faisait ses débuts à l'UFC. Je pense que c'est important de le préciser. Et il a gagné à la décision majoritaire. Du côté de Francis Marshall, invaincu en amateur, invaincu en professionnel. En amateur, 5 victoires, 0 défaites. En professionnel, il est sur 7 victoires d'affilée. L'avant-dernière, c'était au Dana White Tuesday Contender Series. Victoire à la décision contre Conor Matthews, qui était à 5 victoires pour 0 défaites. Et son dernier combat contre Marcelo Roro, qui était à 16 victoires pour 6 défaites. Il le gagne par TKO dans le deuxième round. Avant ça, il avait enchaîné des combats contre des palmarès qui n'étaient pas très intéressants. 7-6, 24-30, 3-2, 0-0. Et ses débuts pro, c'était quand même contre un 4-0. Donc voilà, on a un profil intéressant. En termes d'expérience, on est grosso modo sur quelque chose de similaire. En termes d'adversité, j'ai l'impression qu'on peut aussi considérer qu'on est sur quelque chose d'assez similaire. Voilà, il y a juste Marcelo Roro qui pour moi est quand même un bon combattant et Francis Marshall a pu prendre de l'expérience face à lui. Alors sur quelle question est-ce que je te lance? J'en ai plein qui me viennent en tête. Euh, on va rester très simple. Comment est-ce que tu définirais Francis Marshall sur son pied-point? Sur son pied-point, très simple, très académique, droitier, il tape fort, il tape vraiment Ouais, fort. En construction, son striking, avec un peu d'utilisation de feinte, ouais. très peu de changement de niveau, très peu de travail au corps, très peu de jambes, vraiment de l'anglaise. Euh, Mhm. et qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Défensivement, c'est pas le plus adroit, pas forcément très à l'aise quand on lui met de la pression, beaucoup plus dès qu'il commence à y avoir de l'espace, dès qu'il commence à Ouais, mettre de la pression, ouais, forcément c'est là où il conne. Je pense qu'il conne fort, hein. Je pense qu'il conne vraiment, vraiment fort. ouais. Voilà, je pense que au niveau striking, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais. Ouais, Ouais, des moi, je peux combinaisons. compléter. Ouais. Ouais, j'avais 3 points. Donc, son direct est très puissant pour moi. Je pense que son bras arrière est une grosse menace. Je trouve sa gestion de la distance approximative, par contre. Tout à fait. T'as l'impression qu'il rentre de temps en temps un peu trop ou pas assez. Et effectivement, dangereux offensivement. Par contre, très perméable défensivement. Je le trouve vraiment Mhm. facile à toucher quand tu engages, facile à toucher en remise. Ça c'est un point.
sur lequel j'insistais quand je donne les cours, c'est quand tu montres une combinaison en pied-point. Là, j'invente, si ta combinaison elle finit sur un direct, il faut pas que les élèves envoient leur direct et limite, enfin j'exagère, mais reste le point ou reviennent comme ça et c'est la fin de l'exercice. La fin de l'exercice, c'est quand tu as bien euh, rétracté ta frappe et que tu as même repris une distance. Donc il y a 2 étapes en plus après. Et j'ai l'impression que ce Francis Marshall, il envoie sa combinaison et après il a un petit, genre une demi-seconde où il est statique et touchable. Et Marcelo Roro en avait bien profité sur les remises. Donc là-dessus, je trouve que c'est un point intéressant par rapport à son pied-point. Mm. Et alors, un point très important, je ne sais pas si tu l'as relevé, parce que tu es du genre à relever ce point-là quand tu analyses tes propres adversaires. Il a ce réflexe du check-hook en défense et en contre. Il l'envoie blindé, blindé, blindé. Et donc, on en parlera quand on parlera des game plans, mais tu avais discuté de ça avec Jorge Masvidal, je pense. Tu as le game plan en point de vue stratégie, comment aborder le combat, et puis tu as le game plan technique, préparer certaines techniques qui peuvent fonctionner face à un Mhm. style. Et je pense que là, William Gomis a un coup à jouer. Euh, En point de vue lutte et grappling, qu'est-ce que tu as souligné pour Francis Marshall? Alors, donc j'avais trouvé sur les combats, hein, sur la lutte à la cage, euh, j'avais été assez étonné, je la trouvais pas exceptionnelle sa lutte à la cage. Et par contre, une très bonne lutte en chaîne, qui s'explique notamment parce que c'est un lutteur folk style, lutteur universitaire. Donc il a un passé de lutteur. Et donc à l'ouvert, très très bon. Là-dessus, il y a pas de souci. Et il a aussi un gros passé en jiu-jitsu brésilien. Ouais. Donc il en fait depuis qu'il est tout petit, quoi. Je suis remonté sur Instagram jusqu'à 2015 et je crois qu'il était ceinture bleue, quelque chose comme ça. Donc un très bon niveau en lutte, à l'ouvert, et je pense très très bon niveau aussi au sol. Mm, mm. Ouais, je pense ça se ressent, hein. Il a une bonne pression. Je trouve que ses transitions sont très fluides et Mm, propres, mm. précises, beaucoup plus précises que son pied-point. Ouais, Il a l'air d'être physiquement mature déjà. C'est ouais, peut-être un point intéressant dans ce combat. Je sais plus quel âge a William, mais 23-24. ça, ouais, c'est ça. Ça pourrait. Euh, Ah, tu parles non, là, de... Ah non, excuse-moi, tu parles de William ou de Francis, là? ben, Francis, je vois qu'il a 24 ans et William 25, quoi. Ils ont le même âge, Ouais. mais j'ai l'impression que Francis Marshall a déjà atteint une certaine maturité physique, qui n'est peut-être pas le cas encore chez William. Je pense pas qu'il l'a atteint. Non, ça c'est un autre débat. Je le trouve physiquement un peu trop mature pour son âge. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, oui, c'est Des un autre épaules un débat, petit peu, mais des épaules un petit peu trop développées, mais le genre d'épaule qu'on retrouve aux États-Unis dans la lutte. Enfin, bref. ok, on va dire ça comme ça. Oui, en tout cas, juste pour préciser sur la lutte où ça peut peut-être étonner que je trouve que sa lutte à la cage est moins bonne que sa lutte à l'ouvert, c'est une toute autre dimension, la lutte à la cage, euh, comparée à la lutte à l'ouvert. C'est pas les mêmes techniques, c'est pas du tout la même approche, et, et on peut voir d'excellents lutteurs ne pas trouver de solution en lutte à la cage, et inversement, des lutteurs moins bien classé, on va dire, hein, obtenir les takedowns grâce à des enchaînements bien spécifiques, quoi. On en avait d'ailleurs discuté pour Curtis Blades, qui également est bien meilleur sur les attaques à l'ouvert que sur les Ouais, attaques à la cage. tout à fait. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant parce que je crois que la question va se reposer, celle qu'on avait posée pour Pavlovich contre Curtis. Est-ce que dans ce cas-là, c'est pas intéressant d'être proche de la cage? Et William Gomis est justement l'un des rares combattants qui semble être peut-être plus performant de l'extérieur que au centre de la cage. Tout à En tout fait. cas, il a montré de très belles choses dans son dernier combat à l'Ares, quand il était un peu mis sous pression en défense à la cage. Et pour moi, son combat de référence contre Tobias Harila, qui était un profil extrêmement compliqué à aborder, il a très très bien géré.
Même si Ouais, certains vont critiquer ça comme étant de la course et tout ce qui s'ensuit, je pense que face à ce genre de profil, si tu veux gagner, c'est vraiment la stratégie à aborder et il a très très bien fait en choisissant très bien ses moments pour attaquer, en exploitant au maximum sa vitesse et sa variété technique sur ses kicks pour garder une certaine distance et c'était vraiment une belle ah ouais. performance et donc ça me rassure ici par rapport au profil de Francis Marshall qui lui aussi est beaucoup sur le pied avant. Bon, pas autant que Tobias Harila, mais par contre, je pense qu'il a une meilleure compétence à cadrer ce que Tobias Harila était plus Ouais, en mode ouais. je te suis sans vraiment shifter. Après, Euh, t'as entendu ouais, les gens dire que c'était une course? Parce que pour moi, c'était vraiment un combat où il a boxé être capable de boxer en marche arrière, en reculant, pour moi, c'était la clé du combat sur Tobias Harila. Et bien c'est sûr. extrêmement compliqué, extrêmement difficile de boxer en arrière, enfin, en arrière, Ouais, en, c'est en, extrêmement compliqué, en c'est très marche beau. arrière. Hein? Je dis, c'est extrêmement compliqué, c'est très beau ce qu'il a fait, C'est et nous, on incroyable. Ouais. considère ça comme une incroyable performance, Ah mais ouais. aussi parce qu'on connaissait Tobias Harila et on savait ce qu'il était capable de faire. Mm, mm, Je pense que, comme d'habitude, hein, tu es sur le MMA Twitter francophone, il y a à boire et à manger, mm, mm, beaucoup mm. à boire. Je sais pas si dans l'expression à boire et à manger, c'est à boire qui est négatif. Mais en tout cas, ce qui est négatif est fort bruyant. Et voilà, ceux qui se veulent négatifs, qui s'y connaissent pas en MMA, qui Ouais, connaissent oui, pas je vois. Tobias Harila, ils ont critiqué la performance. Moi, je l'ai trouvé incroyable. Mm, Moi, pour moi, c'est vraiment parce que c'est ça le truc, c'est euh, alors, faut qu'on soit objectif et intègre quand on fait ce genre de vidéo. Moi, j'aime beaucoup William Gomis et évidemment, je supportais le combattant français. Mais après son combat contre Tobias Harila, j'étais en mode, ok, lui, direction UFC, quoi qu'il arrive, quoi, il a vraiment ouais, tout le potentiel pour. Et par contre, sur ses deux dernières performances, principalement ouais. celle à l'Ares, pas, sa dernière performance avant l'UFC, donc celle à l'Ares, Même à j'ai mis l'UFC. un peu plus de réserve, tu vois. J'étais là en mode, ok, Mm, mm, mm. il est encore jeune. Donc après son combat à l'arrêt, j'ai dit, ok, je me suis peut-être emballé avec le combat OK Warriors. Il lui faudrait deux trois combats en plus pour Mm, mm. prouver son niveau à nouveau. Il signe à l'UFC. Je pense que ça nous a surpris. En revanche, c'était une belle opportunité parce que d'un côté, il combat contre quelqu'un d'autre qui faisait ses débuts et qui Mm, lui aussi, pour moi, devait encore convaincre avant de signer. mm, Et je pense qu'une fois que tu es à l'UFC, bah déjà, tu as une meilleure prime, tu commences à avoir confiance en toi, et là, t'as pas le choix, tu dois investir en toi. Et donc, mm, je mm. pense que entre, c'était le 2 ou le 3 septembre, donc entre l'UFC Paris et maintenant, on pourrait avoir une toute nouvelle version de William Gomis. Mais Et donc là, il y a un c'est un gros point sujet, d'interrogation. ouais, c'est un sujet que j'aimerais aborder. Ouais. Pour revenir sur ce qu'on a dit, tu as parlé du physique là de Matthews là. Mhm. Ça, je pense que ça va être à prendre en compte, De effectivement. Marshall. De Marshall, Matthew, j'ai dit Matthews. c'était, Ouais, de Marshall, ouais, excuse-moi. Matthew, c'était l'avant-dernier Euh, adversaire de Marshall. il va falloir prendre en compte la question du physique entre les deux, entre Marshall et Gomis, clairement. Et ce dont tu viens aborder, le fait d'être du step-up qu'il va y avoir sur son deuxième combat à l'UFC. Et c'est un step-up que je trouve très conséquent dans le combat de Marshall, hein, entre les Contenders Series, le combat qu'il a fait aux Contenders, et son premier combat à l'UFC. Il y a une Ouais. progression que, que je trouve assez hallucinante, tu vois. Mhm. Et ça aborde un sujet, alors on a beaucoup entendu parler, tu sais, sur le combat de Edwards. Euh, Daniel Cormier avait dit, ouais, dès que tu obtiens la ceinture, t'as une T'es 20% plus progression, fort, ouais. et 20% plus fort, et tout le monde disait, ouais, mais il est champion UFC, DC a dit qu'elle était... En fait, c'est pas une question de ceinture, hein, ça n'a rien à voir avec le fait d'obtenir une ceinture, ça a à voir avec le fait d'obtenir un statut. Et Mhm. parfois, obtenir un statut, tu as peur d'être une sorte d'imposteur comme ça. Et donc, tu dois prouver que tu le mérites, entre guillemets. Et Ouais. cette progression, qui est souvent assez fulgurante, on le voit dans le jiu-jitsu brésilien, quand tu reçois par exemple une ceinture un peu trop tôt, tu vois. Genre Mhm. t'es ceinture bleue et tu te dis, ah ça va, j'ai le temps et tout, je vais avoir ma ceinture violette dans 2 3 ans. Et là ton prof, c'est pas ce qu'il lui prend parce qu'il a envie de grossir son effectif de violette. Tu reçois ta violette au bout de 2 ans alors que t'as pas le niveau d'une violette, tu vois.
Et la plupart du temps, bah, t'as pas envie d'être une violette faible, tu vois. Et donc, t'es obligé de Mmh. t'entraîner beaucoup plus et de récupérer ton statut pour ne pas te retrouver avec cette forme euh, d'imposture en soi. Ouais, Ben, je pense que par exemple un Marshall, donc il est passé de Contender série où il pouvait encore se permettre de pas avoir le niveau, il est passé de Contender série à combattant UFC et en une fois, j'ai trouvé le niveau, une progression assez incroyable. Et là, tu parlais de Gomis, je pense qu'on pourrait avoir un peu la même chose, ouais. une vraie progression où c'est plus tu combats à l'UAE ou Cage Warrior, c'était combattant UFC, c'est pas, enfin voilà, tu dois Assumer. assumer. Et il Ouais. semblerait qu'il l'ait fait, en tout cas, notamment sur l'aspect physique, parce qu'on parlait du physique. Apparemment, il s'est pas mal concentré Développement physique. sur son Ouais. body, sa body shape. Je, je pense qu'à l'UFC, t'as pas vraiment le choix. Je pense que tu dois passer par cette étape-là. Surtout quand tu rencontres des Américains qui, eux, Ouais. prennent le temps vraiment de développer cet aspect-là. Et surtout quand tu as quelqu'un qui a une base en lutte, où clairement c'est prédominant dans la lutte, la prépa physique. Mm. Est-ce qu'on fait un rapide profil de William Gomis? Je pense que la Oui, plupart je de l'audience pense. sait de qui on parle, mais ça peut être intéressant Ouais, ça de pourrait être faire intéressant. un petit récap. Donc Mhm. voilà, moi j'ai déjà exprimé son côté vitesse, Mhm. sa capacité à travailler de l'extérieur à reculons. Qu'est-ce que tu notifies d'autre? Bon, ceux qui ne le connaissent pas du tout ou qui l'ont oublié, c'est un gaucher, hein. Mhm. Euh, il a une garde assez droite. Enfin, il est assez, tu vois ce que je veux dire, assez haut sur ses appuis. Ouais, Il vient, si je dis pas de bêtises, il vient du Sanda. 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 Et donc, il est plutôt réputé pour son striking et je pense qu'il se définit comme un striker. Euh, il a plutôt des bons kicks. Tu Ouais. parlais de la gestion de la distance. En revoyant ses combats, je trouve qu'il a parfois des petits problèmes aussi dans la distance, Ouais. à casser trop vite la distance et à se retrouver rapidement au clinch. Mhm. Je pense, alors oui, je pense que dans la catégorie, ça va pas être un gros featherweight. Donc physiquement, il est beaucoup moins mature que son adversaire. Mais ça sera à revoir le jour du combat, hein. Il risque d'y avoir Bien des sûr. changements. Une belle variété de frappes aussi, on peut dire. Ouais. Par contre, tu disais que tu avais été, qu'on allait être neutre, comment on appelle ça? Neutre sur ses combats, Objectif, intègre, objectif. ouais. Je te rejoins complètement. J'avais été impressionné par sa prestation contre Arila. J'ai été plutôt déçu sur ses dernières sorties et je pense qu'il a, comment dire ça? Il a beaucoup plus lutté et grapplé sur ses deux dernières sorties, alors qu'on l'attendait plutôt dans soi-disant ses forces que sont le striking. Et ça me pose question parce que c'est parfois chez des très bons strikers à qui il manque du sol et de la lutte, ils vont se concentrer là-dessus en délaissant un peu Mmh. leur striking, tu vois, leur force. Et c'est un pari qui peut être risqué. Ouais, C'est un pari qui peut être risqué. Donc, mais bon, après voilà, hein, tu vois, soit tu mises tout sur ton striking comme des Adesanya, des Pereira, et puis tu montes en faisant vraiment de l'anti-lutte, ou alors sous pression des fans, enfin, tu vois, là, avec ce qui s'est passé avec Gann, tu vois, où tout le monde dit ouais, il fait pas de lutte, il fait pas de grappling, mais il est arrivé au top grâce à son striking et grâce à un bon travail de déplacement pour éviter les mises au sol. Et il y a le risque, à un moment donné, tu rends des strikers trop confortables en lutte et au sol, tu vois. ouais, il faut trouver le bon juste milieu. Ouais. Moi, ce qui me rassure, c'est de voir un striker initial capable de s'imposer dans un combat grâce à son grappling. Donc, ça montre déjà une progression et une direction vers un profil plus complet. Mhm. Mais de temps en temps, ça peut poser problème parce qu'au final, si euh, tu es juste dans la moyenne partout et que t'es pas suffisamment bon dans un domaine, ben, tu peux pas t'imposer dans le moindre domaine. Donc, tu dois Ouais. toujours t'assurer avec un profil complet, soit de monter tes compétences de sorte à pouvoir t'imposer au moins dans un domaine face à quelqu'un, ou bien tu dois rester en disant, OK,
je travaille ma faiblesse pour qu'elle devienne plus vraiment une faiblesse, mais qu'elle me Mhm. permette de survivre et de rester dans mon domaine de prédilection où je suis capable de réellement m'imposer. Mais Je veux dire, c'est deux stratégies de carrière qui sont un peu différentes. On a très, l'impression que ouais, Gomis part sur la deuxième option de se rendre bah, bon très partout. bon partout au point de pouvoir choisir dans quel milieu s'imposer face au profil de Mm. l'adversaire qui lui fait face. Et donc, ça nécessite un gros fight IQ Ouais. et une très très bonne démarche stratégique anticipativement au combat. Mais ça, Et donc, j'y sais. Ouais. c'est ce qui pourrait m'inquiéter sur ce combat-là, c'est que j'espère en tout cas qu'il a un peu délaissé la lutte et le sol pour créer plus d'écart en striking, tu vois. Ouais, Pour qu'il se dise dans le combat, je peux pas aller lutter avec lui, je peux pas aller grappler avec lui, je dois absolument rester debout. Enfin bref, je ça suis c'est peut-être absolument d'accord. sur la suite, mais c'est en tout cas pour en revenir sur un petit peu la définition de Gomis, dans sa manière de combattre, j'ai trouvé que sur ses derniers combats, il privilégiait plus facilement le sol et la lutte. Et Ouais. alors je pense que c'est un striker de base, quoi. Ouais. Alors, voilà, encore une fois pour nuancer, ça lui a réussi. Donc, bon choix stratégique dans le combat. Mhm, tout à fait. Maintenant, à voir si, et encore une fois, c'est ça, c'est à voir si c'est un choix stratégique dans le combat qui était du coup intellectuel Mm, et mm, 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 mm. réussi, ou bien si c'est, comme tu le dis, on l'a souvent vu. Enfin, nous, on a eu l'exemple aussi chez les Red Kings. Je vais quand même le citer, Alain Neder qui vient du pied-point et puis il a tout concentré sur le grappling au point, à un moment, de plus se reconnaître dans son pied-point. Et bon, maintenant, il a trouvé son style, mais ce sont des profils qu'on a déjà vus où Ah oui. ils ont une faiblesse, ils se concentrent beaucoup trop sur leur faiblesse et du coup leur domaine de prédilection devient leur faiblesse. Et ici, je pense que face à Francis Marshall, ce serait problématique parce que je pense pas qu'il ait le temps de rattraper la différence de niveau Mm. en lutte et grappling. Donc je pense que s'il va chercher la lutte et le grappling contre Marshall, c'est une mauvaise idée et Marshall va s'imposer. Par contre, il y a vraiment un coup à jouer dans le pied-point. Mm, mm, mm. Surtout, comme tu disais, Marshall, c'est quelqu'un qui est fort quasi à 100% axé sur son anglaise. Gomis a de très bons kicks. S'il parvient à Mm. bien gérer la distance avec ses kicks et vraiment punir quand Marshall essaye de de rentrer en anglaise, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant, surtout que pour moi, Gomis a vraiment le côté vitesse de son côté. Marshall a le côté puissance de son côté. Donc il faut savoir jongler avec ça. Mm. Tout à fait. Alors ici, si on a établi les deux profils, je me rends juste compte que j'ai été trop vite vers une question et j'ai pas donné les codes de Paris, donc Oui, on n'a pas pu donner j'allais notre te les pronostic. demander. Voilà. Donc là, on va enchaîner. On va donner les codes de Paris, Ouais, on va donner nos pronostats, ouais. on va donner notre pronos officiel, on va donner notre préférence et on va peut-être parler aussi on va essayer d'intégrer peut-être la partie stratégie, même si on vient de dire qu'on considère ça plutôt comme une opposition de style. Maintenant, il y a peut-être des petits Ouais, détails sur lesquels travailler. Mais commençons par les codes de Paris. Donc Marshall est favori à 1,47. Euh, William Gomis est underdog à 2,60, ce qui signifie que ça représente en 65-35. Est-ce que tu es d'accord avec cette cote de Paris, cette probabilité de victoire de part et d'autre? ouais, moi je m'attendais à voire même à du 70-30, hein. Ok. Donc 65-35, je trouve ça. Ouais. Ouais, Oui, moi, je le vois underdog, clairement, clairement. ouais. Je trouve ça très correct aussi. Alors encore une fois, on est sur Internet, il il y a les émotions qui seront présentes dans les commentaires, donc on va vraiment nuancer ici. Notre but, c'est d'être objectif. C'est pas parce qu'on dit ça qu'on a quelque chose contre qui que ce soit. Moi aussi, de ce que je regarde, de ce qui se passe dans la cage sur les dernières sorties de part et d'autre, je suis aligné avec ces codes de Paris et ces probabilités. Ah bah ouais, ouais, après, clairement, il faut rester objectif, hein. Si demain on met William Gomis contre, je sais pas moi, Yair Rodriguez, et que c'est à 95-5, tu vois, que je dise. Après, si c'est dans 10 ans avec un Yair Rodriguez
au port Ah de oui, la bien sûr, ouais, ouais. retraite et qu'on est à l'inverse, voilà. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, de ce que les deux combattants ont montré, je comprends les cotes et je comprends les cotes de Paris clairement, et puis je Mm. suis aligné, on va dire, avec ce pourcentage de chance, clairement. Mm, Ok. Et sur la partie game plan, justement, parce que ça, c'est un travail que nous, on faisait ou qu'on fait, hein, on va parler au présent, c'est un travail qu'on fait en travaillant ensemble. T'as l'annonce du combat avec un pourcentage de chance que tu t'attribues. mhm, Et ton objectif, c'est de gagner 10-15% de chance pendant la préparation, pendant le training camp, de exactement. transformer un 50-50 en 60-40. Ici, maintenant, on va enlever notre casquette objective. On va plutôt se positionner. Voilà, on est dans le camp de William Gomis. Qu'est-ce qu'on travaille pendant le training camp pour essayer d'assurer un maximum la victoire? Euh, Combien de temps on a? 3 mois? Disons 3 mois. Bon, Disons trois déjà, mois. je pense qu'il l'a fait, hein. Il s'est concentré un peu sur son physique pour ajouter un peu de masse à déplacer. Euh, Moi, ce que je ferais en tant que coach, j'établirais effectivement un game plan 100% tourné sur le striking et L'anti-lutte. l'anti-lutte. Le, Mhm. le, le souci là qui se pose pour moi, c'est que je ne connais pas, je ne visualise pas, je connais pas William Gomis s'il met de la pression, tu vois. Mhm. Euh, Ça, c'est un truc que j'aimerais voir. Ouais. S'il est capable de mettre de la pression et de travailler en pression, j'aimerais sur ce combat-là qu'il bosse là-dessus. Ouais. L'autre élément qui me manque, c'est concernant Marshall. Je ne sais pas trop comment il travaille en garde ouverte face à un gaucher. Ouais. Euh, j'aimerais dire, j'aimerais dire, j'aimerais que, comment il s'appelle, que Gomis ait de l'espace derrière lui pour boxer et pour pouvoir Mhm. désengager et notamment pour pouvoir kicker, tu vois. Ouais. Donc ça me dérange un petit peu le côté de le mettre dos à la cage. Ouais. Il a des bons retournés, il a ouais, des bonnes frappes. Je pense qu'il y a des ouvertures chez Marshall sur les calf kicks Mhm. à l'ouvert qui sont un peu plus difficiles à obtenir et qui peuvent être après des bons setups pour envoyer Kick plus des haut. jambes arrière, tu vois. Ouais. Donc, pour moi, clairement, ça va être la stratégie, ça serait vraiment concentré sur le striking, sur des combinaisons qui seraient très adaptées à ce type de profil et aller chercher une domination, vraiment, tu vois, damage debout, Mhm. prendre 2 rounds comme ça aux yeux des juges parce que c'est toi qui a frappé, qui a impacté, qui a fait mal, tu vois. Ouais. Défensivement, pas commencer à jouer à la bagarre, parce que je pense que Marshall sera beaucoup plus puissant. Il est très fort à l'échange en plus, parce qu'il a un Voilà. bon menton et il a une bonne capacité à répondre en ayant encaissé. C'est pas quelqu'un qui reset après avoir encaissé un coup, Ouais. donc là-dessus il est très dangereux. J'aimerais qu'il y ait de l'espace aussi pour Gomis, pour qu'il ne sorte pas sur la gauche de Marshall. Il a Mhm. tendance, alors je trouve que c'est une bonne faculté hein, en tant que gaucher de sortir sur sa droite, donc sur la gauche de son adversaire. Mais là, je pense que c'est relativement dangereux. Je pense que s'il rentre sur un 2, il a son 3 qui arrive derrière, ça risque de faire Ouais. très très mal. J'aimerais le voir sortir Dans le euh, côté ouvert. dans le côté ouvert, et comme ça, il a une bonne visibilité sur sa droite qui me semble très puissante, tu vois, Ouais. à Marshall. Euh, Voilà, je pense, en tout cas sur la stratégie, ça serait ça mes grandes lignes, tu vois. Ça serait vraiment Mhm. le striking, chercher à mettre de la pression, et puis travailler des combinaisons qui soient le plus adaptées au profil de Marshall. Je Ouais. pense qu'il y a un monde entre les deux sur le plan du striking. Ouais. On- Je pense aussi. je pense qu'il y a un vrai monde. Je pense qu'il a, euh, voilà, que Gomis a vraiment, vraiment de l'espace pour striker, mais j'espère que son game plan a été très, très concentré là-dessus, tu vois. Ouais, j'espère aussi, parce que c'est là où il a une carte à jouer, clairement. Mm. Euh, Au sol, il va devoir se mettre quasi en mode survie. J'ai l'impression qu'il va subir une grosse pression à Ah laquelle il ouais. n'a peut-être pas été habitué dans ses combats précédents. Et j'aimerais pas le voir se faire amener au sol tôt dans les rounds sans être capable de se relever. Donc, comme tu le dis,
mettre des dégâts tant que c'est debout. Et il doit forcer ça. Mm. Je pense qu'avec la fatigue qui s'installe, la stratégie B, c'est ce dont on a parlé. Il peut travailler de l'extérieur avec la cage derrière lui. Euh, S'il sent qu'il y a de la fatigue qui s'installe et qu'il est plus capable de mettre de la pression en se disant, OK, c'est quoi, pendant les 2 premières minutes, je lui ai mis du dégât. Là, je sens que je commence à fatiguer, qu'il risque de m'amener au sol à l'ouvert. Je vais moi-même me mettre dos à la cage parce que je me sens plus capable de défendre sa lutte à la cage. Mm. Tu vois, tu pourrais avoir une stratégie qui change comme ça en cours de round, Mhm. où tu dis, OK, je marque mes points vraiment au début. Et si j'ai besoin de repos, je peux aller dans un style qui m'est plus naturel de travailler de l'extérieur. Et s'il shoot, ben, j'ai une cage sur laquelle me reposer pour défendre, chose qu'il a montré. Enfin, il est déjà compétent là-dedans, William Gummis. Et on en parlait. Hein, pour Jorge Masvidal, je pense que tu as fait le lien aussi avec certaines de tes préparations à toi pour certains combats. Euh, Tu dois préparer certaines techniques sans exclusivement te concentrer sur celle-là. Et je Mm. pense que William Gummis, son genou arrière pour stopper la distance qui se casse, ça peut être intéressant en garde ouverte. Et alors, il faut travailler un stratagème sur les check hooks parce que j'ai vraiment l'impression que Marshall, c'est automatique chez lui, c'est pas réfléchi. Quand il y a un certain type d'attaque qui vient, il y a vraiment ce crochet avant qui débarque de son côté. Alors, c'est assez marrant parce que j'ai dû beaucoup réfléchir. À comment contrer le check-hook en garde ouverte. Parce Ouais. qu'en garde fermée, tu as plein d'options. C'est ultra facile d'imaginer des options pour contrer un check-hook. En garde ouverte, c'était beaucoup plus compliqué. J'étais là, je fais, OK, cette stratégie, elle s'adapte pas, celle-là non plus. Et donc, je suis retourné voir Rory McDonald contre Robbie Lawler 2 en me Mhm. disant, ben, Robbie Lawler, c'est aussi quelqu'un qui envoie beaucoup son check-hook en contre. Malheureusement, j'ai kiffé le combat, mais j'ai trouvé que un moment intéressant de Rory McDonald, c'est feinter le jab, partir sur un genou sauté. C'est quelque chose que William Gummis est capable de faire. Ça a bien fonctionné parce que au moment où le check hook part, il y a vraiment le genou qui vient en montant dans l'ouverture. Sinon, j'ai réfléchi à quelque chose qui peut paraître bizarre, mais je vais essayer de l'expliquer. Euh, Ton jab, tu peux de temps en temps l'envoyer sans viser la cible. Paradoxalement, Robbie Lawler l'avait fait contre Ellenberger. Il avait fait exprès d'envoyer son jab à côté de la tête de Ellenberger pour que Ellenberger se déplace du côté Mhm. ouvert. Et puis il a envoyé c'est aussi un genou sauté. Mais ici, ce que je me dis, c'est si tu envoies ton jab à côté de la tête, du côté du check hook de ton adversaire, son check hook va être bloqué par ton bras qui dépasse la tête. Tu vois, ton bras va passer là et le mouvement du check hook va être bloqué. En fait, toi, tu seras à l'intérieur vraiment aligné pour Mhm. ton direct. Il faudrait peut-être faire une vidéo pour ça. Euh, Ouais, je vois, mais tu vois ce que je veux dire? ouais, on appelle ça un shoulder stop, ouais. Tu as- Ouais, shoulder sap, ouais, c'est ça. Mais face au profil de Marshall, je pense que c'est un peu, ça va être compliqué de stopper un check hook avec un bras, tu vois. Il y Mais en a, fait, c'est si tu le rentres bien, tu vois, c'est pas mettre ta main. Ici, c'est vraiment rentrer et bah, du sort à rentrer ta tête aussi, tu vois, ah bien ouais, la ouais, cacher ouais. par ton épaule, tu Donc vois. C'est ouais, je vois, tu rentres c'est une pas un sorte de jab qui frame, revient, mais tu vois, c'est vraiment ouais, c'est ça, tu viens à le ouais, tu frame et puis rentres tu es à avec une l'intérieur frame, ouais. pour l'uppercut ou le direct en ligne. Mhm. Et là, Ça, je pense que ça peut fonctionner. Ou bien le feinte de jab, step cross, qui peut passer, et ton step cross passe à l'intérieur du check hook, parce que c'est ça que tu veux faire en garde fermée, c'est avoir ton cross qui passe devant ou à l'intérieur du crochet, comme Mhm. Ousmane contre Masvidal. Et ici, en version garde ouverte, ça te demande de switcher. Donc, tu feintes le jab pour provoquer l'envoi du check hook, et puis tu es rapide sur ton shift, tu passes en droitier et tu rentres ton, bah, ton bras qui est devenu le cross, quoi. Ton bras avant initialement, qui, quand tu passes en droitier, devient ton bras arrière. Ça demande de la vitesse, ça demande du timing, mais c'est ça que je dis, Mhm. c'est ça que tu le travailles pendant l'entraînement. Si tu le sens pas pendant le combat, tu l'utilises pas, donc tu concentres pas ta préparation en disant bon, il y a que si je passe ça que je gagne, mais si tu le sens dans le combat et que tu sens que tu as un bon timing sur le moment où il envoie son crochet avant en contre, voilà, c'est pour moi ça c'est trois options qui sont ouvertes et qui pourraient mener à une grosse frappe, à un finish ou à quelque chose de marquant pour les juges. Ouais, c'est vrai qu'en garde ouverte sur le check hook, c'est pas le entre guillemets le plus simple, hein, clairement. Mhm. Mais tu as quand même quelques options, hein. Tu as le travail au corps Ouais. qui va bien fonctionner.
Donc les jabs au corps, même si la cible est beaucoup plus fine parce que Ouais, l'adversaire est de profil, mais ça passe plutôt bien. Ça a tendance à faire descendre la main et ça a tendance à faire redresser le buste. mmh, On peut aussi imaginer les feintes de jab stop kick, tu vois, dans les genoux. Donc quand on part sur le check hook, ouais, la jambe elle est tendue et donc tu envoies ton jab, tu fais un petit pas chassé, paf, tu viens frapper dans l'articulation. Ça peut être très agressif. Moi, j'utilise ça beaucoup aussi. Je fais feinte de jab pour obtenir le check hook, petit pas chassé, low kick avant, tu vois, ouais. sur l'extérieur de sa jambe. Et là, ça peut ouvrir pour des jambes arrière. Ouais, d'autant plus que William, on l'a déjà souvent vu envoyer sa jambe avant à la tête, ce que très peu d'athlètes sont capables de faire et ce qui est Ouais. une attaque très intéressante, de par le fait qu'on n'est pas habitué à avoir quelqu'un capable d'envoyer cette technique. Et puis sur des classiques, hein, du classique 1-2 high kick arrière, tu vois, sur un gars qui va mettre son check hook sur le 1 et puis sa tête est derrière, on peut envoyer le high kick derrière, qui rejoint, tu Ouais, vois ce que je veux dire? Et ouais. il y a un autre qui fonctionne bien, que j'aime bien, c'est obtenir l'angle en fait sur le check hook. Tu vas envoyer par exemple euh, ton 2, donc quand je dis le 2, le bras arrière, tu vois, t'es en gaucher, tu vas envoyer ton 2 et tu vas décaler, tu vas profiter du moment où il a envoyé son check hook, tu vois, où tu Mhm. es à distance, pour pouvoir sauter sur le côté, entre guillemets, tu vois, j'appelle ça Ouais. jump step, et changer de garde. Et là, tu vas te retrouver avec un angle à 45 degrés qui est très exploitable, tu vois. Alors, faut pas aller trop loin hein, parce qu'il a la possibilité de partir sur des backfists et tout, mais ça, Mhm. c'est des options qui existent. Ouais. Euh, je pense que ouais, tout ce qui va être anglaise, boxe anglaise, enfin point à la tête en garde ouverte, sur un check hook, ça risque d'être compliqué. C'est pas la même chose qu'avec quand t'es en garde fermée, le mec met sa tête en arrière, tu peux rentrer sur un 1-2 ou sur un swing ou des trucs comme ça. Ouais, non, non, passer derrière le check hook en garde ouverte, c'est niet. Soit tu profiles de l'ouverture avant, soit tu la défends et puis tu resets, quoi. Mm, mm, mm. Passer Ah, derrière, de j'ai partir sur pas. ouais, du 1-1-2, ouais. Je pense qu'il y a des ouvertures, hein. Je pense Ouais. il pourra trouver des choses dépendant aussi de son placement de pied à Ouais. Marshall, sur son check hook, de son surengagement et puis bah de ce qu'il en fait après, tu vois. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura des ouvertures, peut-être plus en kick. Je pense que les stop kicks, ça peut être vraiment intéressant sur Mhm. en garde ouverte. Alors bon, moi je le fais pas à l'entraînement, tu vois, parce que et je l'apprends pas non plus à l'entraînement parce que c'est un peu sale comme ça, tu vois. Ouais. Mais il y a de quoi, il y Mais a de là, c'est un quoi. combat à l'UFC, Voilà, à un moment donné, on peut l'utiliser. Moi, il y a juste un truc sur lequel j'ai oublié de rebondir quand on parlait, parce que ça m'a tilté. hmm, Tu disais que William Gomis avait des bons retournés. C'est vrai, il a une bonne vitesse dans les retournés, mais sur ses ouais. derniers combats, euh, je trouvais qu'il manquait peut-être. Je peux pas me mettre à sa place, mais il les envoyait pas spécialement au bon moment. Hmm, Tu vois, il les envoyait quand son adversaire se déplaçait du mauvais côté par rapport à son spin. J'ai fait une vidéo là-dessus, comment contrer le spin. hmm, Et hmm, je hmm. pense que quand tu es à l'UFC, face à des mecs qui ont un bon timing, qui ont une bonne lutte, qui ont un bon sol, tu peux pas nous faire une Weidman contre Rockhold, tu peux pas nous Mmh. faire une Shevchenko contre Grasso pour prendre un exemple plus Mmh récent. mh. Tout à fait. Si tu pars sur le spinning wheel kick ou un back fist ou peu importe, tu dois être certain. C'est même pas une certitude à 100%, là, tu dois être certain à 110% que c'est sur un bon moment, que tu vas pas te faire contrer. Tu peux pas l'envoyer dans un moment où tu manques de lucidité. Tu peux pas l'envoyer à un moment où tu te dis ah tiens j'ai pas encore fait de spinning attack, je vais en faire une pour non, ici il Ouais, faut c'est vrai. vraiment être certain du timing et je je suis pas certain que enfin, limite j'aurais tendance à dire il faut vraiment même pas se concentrer là-dessus parce que quand tu te concentres là-dessus sur un camp d'entraînement avec la fatigue tu risques de l'envoyer au mauvais Mmh. moment et ça peut changer tout dans un combat. Et sur Marshall je suis pas certain qu'il y ait vraiment cette ouverture sur le Bah, spinning. c'est un peu l'inquiétude que j'ai avec, William Gomis, hein, avec son il a beaucoup de comment dire ça? Heu, pas d'objectifs, mais voilà, il se voit
il se voit loin dans l'UFC et tout, et j'ai toujours un peu peur je pense que c'est très bien d'avoir des gros objectifs. Par contre, Mmh. il ne faut pas idéaliser sa victoire, tu vois. Ouais, Et ça, c'est un petit peu la peur que j'ai. Je trouve que dans la sélection de ses frappes qu'il a pu faire à l'UFC Paris, ça ressemblait plutôt à des combinaisons qu'il avait bossé pour essayer d'obtenir un super KO, des trucs comme ça. Et les moments n'étaient pas forcément les mieux choisis, comme tu dis. ouais. Donc t'es là, tu veux faire des coups de pied sautés ou des retournés et tout. C'est pas le moment, c'est pas le moment, et ça te met en danger. Et c'est quoi l'objectif? C'est de gagner ton combat ou c'est tu vois ce que Ouais, ou d'avoir un highlight, tu vois? ouais. Et donc ça peut être piège, d'idéaliser sa victoire, voilà. Et le problème, c'est que là, j'entendais dans une interview où il disait qu'il était déçu de ses 2 derniers combats. OK, Heu, donc bah, déjà, c'est que tu me dis ça, ça me rassure par ouais, rapport à ce qu'on a dit. Ça veut dire que on peut ouais, pas se retourner contre nous parce que lui-même est déçu de heu ses 2 dernières performances. après, comme tu l'as rappelé, c'est 2 victoires. Donc le choix qu'il a fait lui ont permis d'obtenir des victoires qu'il n'aurait peut-être pas eu après. Et je pense qu'il doit avoir absolument ça en tête, que Mmh. nous, entre guillemets, ce qui intéresse les fans, bien évidemment, c'est de beaux combats. Mais la réalité, c'est que les gens veulent du vert. Et Ouais, ils vont, c'est pas genre, oh, il est très bon ce combattant, il fait des techniques incroyables, j'adore et tout, euh, même s'il perd une fois sur deux, tu vois. mais Ils vont ouais. prendre un mec qui a affronté 15 chèvres, qui a 15-0, tu vois, qui vient de je sais pas quel, et ils vont dire, regardez, il est incroyable ce type, invaincu, c'est un monstre et tout. Et tu regardes contre qui il a combattu, c'est une cata, tu vois. Mmh. Donc pour moi, ça serait vraiment un risque qu'il idéalise une victoire avec des techniques un peu farfelues, et Mmh. qu'il passe à côté de ça, comme tu dis, avec des retournées au mauvais moment, donc je Ouais, pense que ouais, et j'allais juste dire, surtout quand, et je pense que tu dois te référer à ça parce que l'UFC le met quand Bruce Buffer te présente, c'est écrit. Quand tu es donné vainqueur à 35%, la victoire est impressionnante. ouais, Peu importe la manière. tout à fait. T'es underdog bien défini là. Mmh mh. Si tu gagnes, t'as pas besoin du. Alors évidemment, c'est toujours mieux le KO highlight et tout ce qui s'ensuit. Mmh. On sait d'ailleurs que Fernand, c'est quelqu'un qui pousse vers ça pour avancer dans la carrière. Mmh. Mais là, on parle de quelqu'un de 25 ans. On parle Ouais, de et puis quelqu'un de ouais. 25 ans, venir faire son deuxième combat à l'UFC pour la première fois contre quelqu'un qui est vraiment à l'UFC, puisque son Mmh. premier combat c'est contre quelqu'un d'autre qui faisait ses débuts. Euh, Tu viens gagner, tu fais suffisamment parler de toi et tu avances suffisamment dans ta carrière. En plus, il faut pas précipiter les choses quand tu as Non, 25 ans. c'est clair. Ton highlight KO en étant underdog qui te fait gravir les échelons, ça risque même d'être trop rapide. Moi, je Ouais. préfère une ascension mesurée, calculée, Mmh. prudente pour William. Donc voilà, donc pour en revenir au game plan, je pense il doit être, j'espère qu'il a été bien préparé au profil de Marshall. Donc techniquement, stratégiquement, j'espère qu'il a fait des sparring avec des gauchers assez costauds, Des droitiers. des droitiers, excuse-moi, assez costauds et qui ont pu un peu imiter son style. Il doit avoir un arsenal pour ce type de profil, mais il ne doit pas avoir des techniques flashy, etc. Ça, il doit les enlever. Il doit être là Ouais. pour faire du damage, pour prendre. Et pour moi, pour en revenir sur le game plan, je voudrais qu'il prenne le 1 et 2 Mmh. et qu'il survive au 3, par exemple. Ouais. Et Bah, puis, bah, avec un peu de c'est une chance, réalité, ouais. hein, C'est une réalité et avec un peu de chance, il finalise, il finalise dans sur le 1 ouais. ou le 2, tu vois. Mais ça serait. Ou alors, il a tellement touché dans le 1 ou 2 qu'il peut se permettre d'obtenir un 3 à la Ouais, fatigue, tu vois. Le ouais. 1-2 ou le 1-3, mais en tout cas, ça serait les rounds que j'aimerais qu'ils prennent le premier round, clairement. Bah, c'est Et très important quand tu es face à un grappleur ouais, parce qu'en fait, le grappleur, s'il s'impose dans le premier round, enfin, mentalement, en termes de confiance et tout, ça devient compliqué parce que tu dois absolument prendre les 2 ouais, qui suivent ouais. et je trouve ça toujours plus compliqué pour un striker de prendre un round dans la fatigue face à un lutteur Mmh, mmh, mmh. que l'inverse. Ouais, Quand tu es dans une opposition de style, c'est souvent, ouais, souvent bénéfique pour le grappleur plus le combat avance, s'il arrive à imposer des phases de lutte qui fatiguent davantage mmh. le striker. Donc clairement, si, si tu perds le premier, Là surtout à vraiment, cause de c'est la lutte, compliqué. Mmh. ouais, ça va devenir compliqué. Faut vraiment Euh, avoir en tête sur ce combat-là, comme tu dis, surtout à cause de la lutte, c'est que si Marshall l'emmène au sol ou le lutte,
l'énergie de combat de Gomis va en prendre un sacré coup pour le 2 et 3. Par Ouais, contre, si Gomis est capable d'envoyer du volume, des frappes qui touchent dans le premier round, euh, l'énergie mentale de Marshall va en prendre un coup. Il va être beaucoup plus inquiété sur le 2 et 3, il va être beaucoup plus prudent pour mettre au sol. Et donc je pense que tout jouera enfin ouais, une grande partie du jeu jouera sur le premier. premier round décisif. Passer sur les préférences, même si ça nous semble assez clair. Moi, j'aimerais quand même un combat compliqué pour Gomis, que ça lui fasse une bonne expérience. J'espère qu'il se, ouais, j'espère que le voir gagner le premier round de justesse, prendre le deuxième, et puis ce serait pas mal de le voir perdre le troisième round, mais en montrant des belles capacités à survivre ou à tenir Mhm. dans la fatigue face à un lutteur comme Marshall. Ouais, tout à fait. Ça, ce serait un chouette scénario. Je pense qu'une victoire 29-28 dans le dur, avec des leçons à tirer, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, parce que Mhm. si tu lui souhaites un KO rapide, c'est bien parce que ça fait un highlight et ça fait parler de lui, mais t'as pas de leçons à tirer, Non. tu montes dans le classement de manière fulgurante et c'est peut-être pas bon pour la suite. Donc sur une vision Mhm. long terme, je pense qu'avoir une victoire pour avoir le vert sur le profil, sur le profil Mhm. d'apologie, mais avoir des grosses leçons à tirer, ça peut être intéressant pour lui. Ouais, bah, moi ce que j'aimerais c'est le voir nous refaire un petit peu une masterclass comme il avait fait contre Arila. Harry là. Donc être capable d'être patient, être capable d'envoyer du volume, des frappes, d'avoir fait des belles adaptations, de pas succomber, comme je te dis, à l'appel de la lumière et de la gloire, tu vois, Ouais, d'être là pour gagner son combat. Ça serait efficacité. vraiment, hein? Efficacité, Ouais, voilà, axé ça sur serait vraiment ce que l'efficacité. je Ouais. voudrais voir. Euh, oui, je pense que ça va être un combat très difficile. Je pense que pour son avenir, comme tu le dis, une victoire sportive, on va dire, plutôt que euh, qu'un beau KO ou un truc comme ça. Donc une victoire sur le long où il a pris ses rounds et tout, pour moi ça annoncerait plus de positif pour l'avenir, tu vois. Ouais. Clairement, ça lui servirait beaucoup plus. Une victoire par KO parce qu'il a mis un high kick ou un truc comme ça, euh, j'aurais peur pour la suite en me disant, oh, il risque de perdre, pas il risque de perdre pied, mais ouais, ça a pas forcément L'aider l'aider. sur la suite. Et puis je Ouais. pense qu'il a encore un peu de taf sur son physique, sur sa maturité, tu vois. Il a Ouais, encore ouais. pas mal de taf. Et donc Ah, là, c'est ça que je disais sportivement, ouais, plutôt. Ouais. sportivement, s'il l'emporte de manière sportive, dans le sens prendre ses rounds, je pense que là, on aura le temps d'avoir de la maturité qui arrivera sur tous les plans, tu vois. Ouais, ouais, mais c'est ça en fait. C'est maintenant qu'il est à l'UFC, et voilà, il prend ses primes, il prend son statut, il prend Hmm. son temps, il progresse, et voilà, il y a pas d'urgence. Bah, Hmm. je pense que en 47 minutes pour un combat de prélims sur lequel on n'a pas tant de vidéos que ça à analyser, Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc je propose qu'on clôture ici. ouais, tout à fait. Merci à toi, Brian. C'est toujours, comme d'habitude, génial de partager avec toi. Pour moi, ça reste un apprentissage en plus d'un plaisir. Et moi Donc, aussi, c'est un chouette exercice que j'apprécie beaucoup. ouais, et j'espère que ça plaît aux gens. Ouais. Je pense que Et n'hésitez pas. On oublie chaque fois de créer de l'engagement. Normalement, on doit le faire en début de vidéo parce que sur les fins de vidéo, ah t'as oui, quasi oui. plus personne qui reste. Mais normalement, c'est en début de vidéo qu'il faut mettre. Mettez vos pronos en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez. Mais Ouais, voilà, bah, maintenant, c'est de nouveau en fin de vidéo. faites-le Dites-nous ce comme que ça, vous on pensez. sait qui sont les vrais qui ont écouté jusqu'au bout là. Et puis, bah, vous avez remarqué, hein, nous, on regarde les commentaires parce qu'au-delà de ça, hein, même si on échange et qu'on vous échange ce qu'on pense, on est en tout cas très très ouvert aux autres réflexions argumentées et aux autres avis, parce que bah, ça nous fait aussi bah, C'est comme ça réfléchir, qu'on quoi. progresse. Et ouais, c'est comme ça qu'on Et, réfléchit, qu'on progresse. et puis c'est ce qui est passionnant, c'est qu'il y a tellement de scénarios possibles, voilà quoi. On a hâte de voir ça aussi, quoi. Allez, merci Brian. À Merci très à toi, bientôt. Chris. Ciao, ciao. Ciao.